Bonjour à tous. D'abord, pour répondre à Emmanuel Vivier, de le remercier d'avoir pu faire ce panel avec lui. Et nous n'avons pas peur, la panel luxe du 3D printing, bien au contraire. Vous allez voir que même ça a inspiré un petit peu nos voyages. Normalement, il y a une vidéo qui devait passer, mais elle ne va pas passer, je ne sais pas. On est en train de voir. Voilà. Quel est celui de nous deux qui intellectualise le plus tout? Quelque chose d'étonnant dans le début du DVD. On voit votre fille. Je me suis dit, merde, il fait du Drucker. Sauf Drucker, c'est les chiens, lui, c'est les enfants. Pourquoi? C'est très étonnant, ça. Que voyez-vous? Ben, je me vois sur des roses, hein, mais quand on dit qu'on est sur des roses, c'est pas terrible. Hein. Voilà, c'est la longue histoire. Hein. Je me vois comme étant sur un chemin où il n'y a pas moi en face, mais finalement mon destin. Bon, c'était simplement pour poser le cadre. Alors on va un peu psychanalyser nos experts du luxe. Ce qu'on vous propose tout simplement, c'est une espèce d'ode à la créativité. C'est un panel de passionnés, j'espère passionnants, merci. Tout simplement une petite idée. Et là on va commencer. Ah oui, alors, attendez, hop, présentation, c'est le vert pour commencer. Donc on l'a appelé Luxe Fashion Beauté et Digital. Et l'idée maîtresse ici, on va commencer par un petit mantra de Karl Lagerfeld. Fashion is about going ahead, not about memory. C'est cette idée véritablement que finalement nous, dans le luxe, la beauté et la mode, nous ne sommes pas dans la continuité forcément de l'histoire, mais nous avons cette idée d'innovation et d'audace au cœur. Et ça s'exprime parfaitement dans le digital. Et c'est un petit complexe qu'a toujours eu le luxe par rapport au marketing et de la publicité. Souvent on dit oui, le luxe ne fait pas de publicité, c'est autre chose. Et véritablement, quand on observe ce que font les marques de luxe, de beauté et de mode dans le digital, c'est vraiment une ode à l'audace. C'est un travail de créativité au quotidien. Et pour vous faire un peu voyager, pour vous faire partager notre passion que vous mettez concrètement en ligne tous les jours, on va vous proposer un panel de tendances, 11 tendances créatives qui, j'espère, vont vous faire rêver et consommer, bien sûr, des marques de luxe, parce que le luxe résiste très bien à la crise. Alors, est-ce que c'est lié à l'audace? Allez savoir. Alors, première tendance, la LOL légèreté. Donc, nous sommes face à un film Kenzo qui présente la collection et on voit tout de suite cette légèreté qui se met en place avec ces gens qui vous regardent avec une forme, une petite dose de cynisme. Ils ne se moquent pas de vous, mais légèrement. Le deuxième film, donc là on est face à du brand content digital. C'est un film développé pour le nouveau bookzine de Karine Roitfeld, CR. Et là messieurs, ça va vous réveiller après le déjeuner. Avec la fameuse nouvelle quête égérie de toutes les marques. Donc voilà, ici, on voit une légèreté de point de vue développée par ces marques de beauté et de luxe, qui est, ma foi, fort différent de ce qui se fait en papier glacé. On a véritablement l'impression que dans le digital, les marques se lâchent, mais se lâchent avec générosité, douceur et humour. Bonjour. Oui, effectivement, il y a de la douceur, du rire, il y a surtout de l'émotion dans les créations digitales récentes. Et cette émotion, en fait, elle est, pour moi en tout cas, elle est un retour à la création d'un lien avec nos consommateurs. Et surtout, en fait, cette expression, cette créativité digitale, là où je trouve que c'est de plus en plus passionnant, c'est qu'elle est de plus en plus en cohérence avec l'image de la marque, que ce soit chez nous ou ailleurs. Hein. Et donc, il y a cette intégration du digital dans une stratégie globale, en lien avec un ADN de la marque, et non pas comme un produit à part
déconnectés en fait de cette identité de marque. Et aujourd'hui, je trouve que dans la création digitale et dans ces formes de créativité très basées sur de l'affect, en fait, il y a une expression de sentiments, de valeurs qui parlent justement de la marque, de son positionnement, de son histoire et du lien qu'elle essaie de créer, de cette générosité dont tu parlais, avec ses consommateurs. Il y a une division aussi qui est intéressante, c'est que la marque ici propose véritablement une vision du monde. Il y a un point de vue sur le monde dans cette légèreté, ce cynisme avec ce degré de poésie. Et on travaille beaucoup à l'agence et d'autres, bien sûr, la cible GNY, dont on a parlé ce matin. Alors c'est vrai que c'est une cible qui déteste se faire appeler GNY, mais on va l'appeler parce qu'on est entre nous, puisque les Y sont partis, je crois. Et le GNY se caractérise par quoi? Se caractérise par une vision du monde extrêmement réaliste, mais avec un besoin d'ironie et d'humour. Et finalement, le luxe arrive à capturer formidablement bien ces deux valeurs. La deuxième tendance, alors c'est une tendance que vraiment de fond ici, créative, c'est la tendance GIF. Alors, vous voyez bien sûr du GIF, toutes vos marques s'approprient le GIF animé, donc le GIF animé, vieille création depuis le début du web, qui a plus d'une dizaine d'années. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vraiment toutes les marques se mettent au GIF animé. Et ce qu'on a analysé, c'est que le GIF animé a une valeur formidable. C'est que le GIF animé, c'est du vintage sur le web. On sait la puissance du vintage fondamental. Et quelque part, il y a un petit effet secondaire. Quand mon produit qui vient de se lancer se met en GIF animé, il devient un classique, quelque part. Il se classifie. Et dans la mode, quand on devient un classique, c'est, ma foi, c'est la réussite. Donc, quelque part, le GIF animé, c'est, allez, je me permets une expression un peu barbare planning, c'est l'instant classique. Vous voyez, c'est du temps réel classique. Donc, une tendance véritablement fondamentale ici. La tendance 3. New télé-réalité. Alors là aussi, très intéressant, on est sur du brand content digital. Et là, on a en face de nous un programme de télé-réalité, enfin de web-réalité, développé par Dolce & Gabbana, qui a recruté un blogueur mode extrêmement connu et qui a construit tout un programme de télé-réalité où on le suit au quotidien dans la vie de l'entreprise. Donc un exemple de télé-réalité luxe. Autre exemple, cette fois-ci de Cacharel. Salut, moi c'est Emma. J'habite ici, juste là. Et je fais mes études à la Sorbonne. Mon parfum, c'est à mort de Cacharel. Elle, c'est ma meilleure copine. Et elle, c'est ma deuxième meilleure copine. Mais chut, faut pas lui dire. Lui, c'est mon ex. Bon, les garçons et moi, c'est un peu compliqué. Mais je perds pas espoir. Au contraire, j'aime aussi le cinéma. Et surtout les comédies romantiques. Les millefeuilles. Ouais, tu fais pas trop pratique. Écouter la musique, mais fort. Et prendre des polaroids de mes copines. Et danser. Bah, je suis une fille, quoi. Et dire kiss kiss miss, kiss kiss miss, kiss kiss miss. Et Facebook aussi. J'y passe un peu trop de temps. Mais bon, j'y raconte des choses un peu plus croustillantes. Alors, cette action de Cacharel qui continue, qui a une vraie pérennité, est-ce que tu peux un peu nous la décrypter et nous parler de son succès, Julie? Oui, tout à fait. Donc là, vous avez rencontré Emma. Emma n'est pas une blogueuse, comme on l'a vu juste avant. Emma, en fait, c'est une actrice. Et le projet À mort by Emma, c'est une web-série. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on a pris les codes de la série, on y a ajouté les codes, les usages quotidiens de notre clientèle, qui est donc une clientèle féminine et jeune, Facebook, et on a créé cet univers À mort by Emma, donc sur la page Facebook, qui aujourd'hui rassemble plus de 550 000 personnes à travers le monde, qui est community manager en 4 langues au quotidien. Et ce qui est très intéressant, et c'est le succès qu'on n'attendait pas forcément au début, c'est vraiment cette nouvelle relation qu'on a créée avec nos fans, qui est intense, qui est quotidienne. On apprend énormément sur la marque, en fait, grâce à cette communauté. Et c'est ça qui est assez passionnant, jusqu'à aujourd'hui, en faire vraiment un élément clé du business model de la marque. Donc, une petite expérience qui, au début, avait peut-être juste une ambition simple, et en fait, aujourd'hui, intégrée dans la marque.
En plus, tu me parlais un petit peu en off qu'il y a une autogestion de la communauté. C'est quelque part, ce personnage est complètement virtuel, il n'existe pas. Mais quand, par exemple, un internaute se dit oui, mais tout ça n'est pas vrai, les purs fans vont mordre sur cette femme et ils défendent corps et âme leur héroïne. En fait, c'est ça, on apprend tous les jours avec la communauté et évidemment, à aucun moment on ne se cache derrière Emma. C'est ouvertement la page à mort de Cacharel. Et donc on joue effectivement entre la réalité et la fiction. Maintenant, ce qui est assez passionnant, c'est qu'on découvre une passion de ces fans pour la page, pour Emma, mais avant tout pour le produit. Et la communauté s'autorégule. Effectivement, quand on peut avoir des personnes qui vont se demander si c'est vraiment une manipulation, une énième manipulation des marques, en fait, la communauté réagit et dit si t'es pas contente, va voir ailleurs, tout simplement. Et ça, c'est assez fascinant parce qu'on constate vraiment que la marque, elle s'arrête pas à nous et elle est tous les jours vécue par ces jeunes filles et qui s'investissent et qui en parlent et qui s'impliquent sur la page. J'ai une question un peu pour vous deux, un petit peu complexe. Là, on est sur 3 tendances. On a vu 2 tendances qui incarnent le goût du luxe, on va dire luxe pour faire simple, pour vous faire un titre à la rallonge, sur le goût et la production quotidienne du luxe en matière de brand content. C'est-à-dire que sur YouTube, on voit tous les jours un nouveau film de 3-4 minutes avec de grands moyens qui apparaissent en ligne. Est-ce que quelque part, on voit une idée apparaître, la publicité classique, magazine, affichage et autres, c'est l'ordinaire, et le brand content, ça devient l'extraordinaire? Moi, je pense que c'est juste aller plus loin, en fait. C'est qu'on a une pub qui raconte quand même une belle histoire, un print aussi qui va l'exprimer d'une certaine façon, avec des gens de talent qui travaillent derrière. Et en fait, le digital, pour moi, va juste aller encore plus loin. Et on parlait tous les deux de concept de créativité augmentée. C'est vraiment ça. Il va juste faire prolonger cette histoire et la faire vivre, déclencher les émotions, comme tu disais tout à l'heure, permettre aux personnes de s'approprier cette histoire aussi. Donc, c'est juste aller plus loin, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je dirais qu'au-delà de l'augmentation, il y a peut-être une différenciation aussi qui peut se créer, notamment sur des exemples de télé-réalité comme on vient de le voir avec Cacharel, où de fait il y a une opportunité de relation, mais au-delà de la relation, vraiment d'implication et de co-création, en fait, qui est un terme qui a été beaucoup utilisé, beaucoup galvaudé, mais à la base, la co-création, on était dans des mouvements qui étaient très top-down, down-top, mais où finalement la rencontre vraiment et l'interaction de manière continue n'existait pas forcément. Aujourd'hui, dans la créativité digitale, on a ça maintenant. En télé-réalité, quand par exemple Sephora en Chine crée une beauty academy dont le but du jeu est de d'élire un make-up artiste, on dit pas seulement à nos consommateurs faites quelque chose pour nous, pour leur donner le sentiment qu'ils ont quelque part été considérés. Ça va bien au-delà. C'est-à-dire que là, ils sont vraiment acteurs, vraiment partie prenante, et ils interagissent avec nous. Donc, il y a aussi cette forme de communication qui, aujourd'hui, pour moi, n'est possible que dans le digital, et donc en fait une forme de création vraiment à part entière. C'est intéressant parce que la co-création, il y a une grande mode de la co-création, c'était souvent le produit. Or, on voit finalement, le luxe nous apprend que la co-création est peut-être plus efficace dans la communication. Oui, peut-être. Et en plus de ça, elle amène, je pense même, elle porte une évolution de la part de tous les intervenants. C'est-à-dire que plus on va multiplier ce genre de création, nous en tant que marque, plus on va aussi évoluer. C'est-à-dire qu'on fait évoluer nos consommateurs, mais nos consommateurs nous font bien évidemment évoluer. Et de là, j'espère, et je pense vraiment, va générer d'autres formes de créativité, en fait, de ces rencontres. Je reviens sur le concept de créativité augmentée. On voit que la télé-réalité, c'était un blogueur. Je crois que ta vision, Julie, de cette créativité augmentée, c'est le plus du blogueur.
Exactement, et ça rejoint aussi ce qu'on disait sur le brand content. L'idée de se dire qu'effectivement, la collaboration avec les blogueurs ou avec certaines personnes considérées comme influentes ou créatives nous aide effectivement à aller toujours plus loin et à donner à des gens de talent la possibilité de réinterpréter ce que nous, on a réussi à produire en termes de créativité ou de production, film, télé, photo, etc. Donc c'est vraiment se dire qu'il y a tous ces gens de talent qui sont là et qui peuvent enrichir aussi la marque, qui peuvent, via leur communauté, via leur talent, nous apporter encore quelque chose et être ouvert à ça et être curieux et à l'écoute de ça. C'est clé en fait pour leur marque aujourd'hui. On ne peut pas juste ne pas regarder ça et s'y intéresser et en faire un vrai driver de créativité supplémentaire. C'est intéressant, c'est un des enseignements aussi de ces tendances. Quelque part, le blogueur ne doit pas être considéré comme simplement quelqu'un qui fait une note sponsorisée que vous achetez. Le blogueur peut être aussi une muse à créativité. Ce qui veut dire que le tri doit se faire en fonction de l'audience, mais aussi de la capacité créative du blogueur. Très bien. On va taper sur la 4e tendance. Tendance numéro 4, réalité. Vous allez en parler aussi. Ça, c'était juste effectivement rapidement, on parlait de co-création en plus. On essaie d'aller toujours plus loin avec la communauté Amor Amor by Emma et on a travaillé cette année avec la communauté autour d'un coffret en édition limitée. Et là, l'idée, c'était de se dire, on leur a pas dit de créer chacune un coffret dans leur coin, mais on leur a proposé de participer à la création commune d'un coffret qui sera en vente en début 2013. Et donc là, vraiment, c'est l'aboutissement et la réalisation d'un travail avec la communauté. Et en point de vente, l'année prochaine, on trouvera ce coffret avec le nom des fans directement sur l'étui. Donc vraiment montrer que dans Amor Amor, maintenant, c'est pas sans les fans et pas sans la communauté. Je reviens à une idée sur la gène Y intéressante. Là aussi, c'est un sujet qui nous passionne. Par rapport à la télé-réalité, la gène Y ne veut pas devenir une star, elle veut développer sa notoriété. C'est quelque chose d'extrêmement important. Devenir une star n'est pas du tout une motivation pour les individus de la gène Y, c'est développer une notoriété qualifiée. Et ça redéfinit clairement la télé-réalité de demain. Bref, à notre sujet. Alors, on va passer à l'autre tendance. Tendance numéro 4, la gamification. Alors, la gamification, c'est un sujet complexe pour le luxe. Et là, c'est un exemple que j'adore de Vuitton qui a été développé pour une série spéciale. Et c'est une relecture que seul le digital peut permettre d'un film avec 7 erreurs, on peut imaginer. Donc l'idée était intéressante en termes de mécanique. Vous aviez film 1, film 2, ils sont pratiquement identiques. Il fallait tweeter les erreurs et le gagnant gagnait un livre collector. On va voir un autre exemple. Nouveau Cacharet. Alors le concept. Alors le concept, donc déjà un petit clin d'œil à 5e Gauche, ceux qui sont ici, donc voilà, avec qui on a travaillé ce projet, ce superbe projet. En fait, on a en plus un challenge supplémentaire quand on travaille dans le parfum, c'est que le digital, pour parler de quelque chose qui normalement éveille l'odorat, bah, c'est compliqué, parce qu'on a la vue, on a l'ouïe, on a pas vraiment le toucher, et encore si quand même avec nos smartphones, mais on n'a pas l'odorat, et donc on doit toujours être encore plus créatif et innovant pour trouver un moyen de faire vivre des expériences parfums à nos consommateurs et consommatrices. Et du coup, la gamification, finalement, bah, c'est un biais pour justement faire vivre cette expérience, les impliquer une fois plus dans l'histoire de nos parfums et dans ce que vivent nos héroïnes, télé ou print. Et ben,
pour que notre cliente aussi vive cette expérience-là. La gamification est finalement un très bon biais. Et là, en fait, c'est un exemple qui est tout frais, puisque c'est le lancement Catch Me qui est en ce moment, vous avez dû le voir en ce moment en France. Et c'est vraiment parti quand même, bien entendu, du film de Jean-Baptiste Mondino, qui est un jeu de séduction, une jeune fille qui court et qui lance un défi à 3 garçons. Et voilà son interprétation digitale. C'est à votre tour maintenant de jouer ce jeu de séduction. Donc ça reste très élégant, dans les mêmes codes que ceux du film, etc. Mais ça donne juste une autre dimension à cette histoire et ça la fait vivre à nos clientes et futures clientes. On a l'impression que le luxe a du mal avec la gamification. Il y va vraiment à pas mesurer. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Moi, je pense que ça fait partie des légendes urbaines, comme à un moment donné, le e-commerce pour le luxe. C'est peut-être vrai pour certaines marques, ça le sera peut-être vrai toute leur vie, je ne sais pas. Et aujourd'hui, il y a énormément de marques de luxe qui font qui utilisent ce procédé de gamification. Je ne pense pas qu'il y ait de blocage absolu. Encore une fois, tant que ça a du sens et que c'est en cohérence avec l'image de la marque et ses valeurs. Dior l'a fait, Chanel l'a fait. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'il y a un blocage. Je pense que les marques de luxe, en plus, n'ont... Je pense vraiment qu'il y a parfois une croyance dans des blocages il en existe sûrement certains, mais qu'il y a une activité très forte quand même aujourd'hui. Tu défends la gamification au sein de ton groupe. Encore une fois, quand ça a du sens, c'est tout à fait... Rien n'est impossible, et je pense que c'est aussi un des traits de l'identité même des marques de luxe, de la transgression, le fait d'oser, ça fait partie de nos ADN. Donc dire de fait que quelque chose est impossible sans se poser la question du sens, ça ne fait pas partie de notre philosophie en fait. On revient à la quête du sens, donc il faut que le jeu fasse sens. Ouais. Le jeu se connecte à l'ADN. Bravo à Gauthier, il y aura la curation en effet, mais on ne va pas l'appeler comme ça. Autre tendance, insider point of view, là aussi c'est de la narration à travers des logiques de point de vue. Le luxe nous offre des points de vue, et là c'est un travail qui a été fait par Van Cleef & Arpels, où vous adoptez le point de vue d'un insider, véritablement, d'un artisan au cœur des ateliers de la maison, à travers une belle écriture technologique. Deuxième exemple, je pense que vous l'avez vu. DVF à travers les lunettes Google. Donc comment vivre un défilé avec les yeux dans les yeux de la créatrice qui porte des Google lunettes. When I was a young girl, I did not know what I wanted to do, except that I knew the woman I wanted to be. I wanted to be on the go, I wanted to be able to pay my own bills, and I so much wanted to be independent. My goal in life is to tell every girl, every woman in the world that they can be the woman they want to be. Tendance numéro 6 de Vuitton. Là, on va jouer avec le mobile, avec la réalité augmentée et une application assez extraordinaire où vous réappropriez le monde avec les codes de l'artiste. Une réalité augmentée par l'artiste, pas par les blogueurs, là. Donc là, ce qu'on ressent, c'est cette appropriation qu'arrive à créer le luxe via un mobile. Donc là, l'appropriation monte en puissance. C'est ce que vous remarquez, vous essayez de jouer avec cette dimension presque charnelle de cette appropriation quand vous pensez application mobile pour vos marques.
Je pense qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant là, c'est qu'on est tous artistes aujourd'hui avec notre mobile, on prend des photos, on fait des vidéos, on fait des gifs animés, etc. Et là, ce qui est très intéressant dans cet exemple-là, c'est finalement d'être, oui, on est artiste, mais en plus, on peut vraiment être un vrai artiste et travailler aux côtés de l'artiste et utiliser les codes de l'artiste pour transformer notre monde. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est si le luxe peut en plus apporter, au-dessus de cette notion d'artiste, des vrais partenariats avec des artistes. Tous artistes, j'ai un peu de mal. Mais ce qu'on comprend, c'est l'instant. En tout cas, c'est l'effet Instagram. Grâce au filtre, nous devenons artistes. Bon, monde cruel. Allez. Autre tendance, my very own private design. Et là, c'est une action magnifique de Gucci, où, en effet, Gucci va plus loin qu'une action qu'a créée il y a quelques années la maison Hermès avec un Kelly à découper en papier. Donc là, vous aviez un patron à travers 3 modèles iconiques de la marque que vous pouvez imprimer, customiser à loisir, créer. Vous posez la photo de votre création sur Instagram, concours, et les 3 meilleurs vont voir leur création être en vrai. Donc là, on est vraiment dans une forme de... C'est plus que de la co-création, c'est vraiment une réappropriation des icônes de la marque grâce au digital. C'est important cette idée de réappropriation. Ou alors il faut protéger la marque et ses produits? Moi, je trouve que ça révèle justement qu'aujourd'hui, il y a énormément de marques de luxe qui veulent plus de cette distanciation qu'il y a pu y avoir auparavant. C'est-à-dire que cette appropriation, elle est totalement acceptée, voulue, et je pense qu'elle est faite de manière en plus positive, à la fois pour les consommateurs et pour la marque. Tout à l'heure, on parlait de la prise de pouvoir un petit peu et du sentiment de pouvoir que peuvent avoir les consommateurs. C'est sûrement vrai. En tout cas, si ça l'est, je pense que c'est fait de manière positive. C'est pas forcément en opposition à la marque, pas forcément pour dire maintenant je veux qu'on me laisse faire ce que je veux avec les outils que je veux et que j'ai. C'est une démarche vraiment généreuse de part et d'autre. Donc on tue les distances. Et c'est le service aussi. J'ajouterais que effectivement, ce qui fait la différence, ce en quoi le luxe est différent, c'est vraiment cette notion de service, et que c'est aussi de l'ultra-personnalisation qui est finalement le service ultime, et donc finalement, c'est le plus grand luxe. Donc c'est le retour du bon vieux bespoke, finalement. Alors, Génie Grec n'est pas une tendance digitale, hein, attention, je peux dire ça. 8, Homo eroticus, pardon. Là, une action formidable, donc être de désir. Certes, on tue les distances, mais désir, désir, désir. Et c'est cette action incroyable de Topshop qui réinvente le live défilé, où vous vous réappropriez complètement le défilé. Au-delà de commander la robe que vous voyez en live devant vous, vous changez sa couleur, vous la rendez sur mesure à vos besoins. Donc là, vraiment, on crée, on nourrit le désir, car on ne consomme que des marques désirables. Si vous n'êtes pas désirable dans le digital, vous n'existez pas. Schizo Shopping, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Emmanuel, une action fabuleuse ici d'une vitrine net à portée, The Window Shop. Alors là, c'est complètement schizo. Finalement, la vitrine appelle non pas à consommer dans la boutique, mais à consommer avec son iPad. Donc on voit ici, ce sont des robes qui étaient simplement en vente que sur Internet, et qu'à travers iPad, et on voit, ma foi, les consommatrices complètement addictes qui prennent photo, qui commandent. Elles ne veulent pas rentrer dans la boutique, elles veulent simplement consommer devant. Le deuxième Schizo Shopping, comme il nous reste 1 minute 52, on va y arriver, il ne reste plus que 2 tendances, c'est... Alors, hop, voilà, Schizo Shopping, c'est encore monsieur Mr Porter qui, d'un magasin d'e-shopping masculin, s'est transformé en véritable concurrent de GQ, véritable média magazine, conseiller indispensable pour le nouvel homme. Tendance numéro 10, voilà, un petit peu de curation, tous, Karine Roitfeld, c'est ça. Pour moi, on n'est pas tous artistes, mais on est tous éditeurs de mode, c'est plus ça. Et on voit à quel point le monde de la mode s'est complètement réapproprié, les Pinterest, les Instagram et autres. On est tous curateurs de style, on met les photos, et le luxe joue parfaitement dessus. Et j'ai beaucoup aimé cette campagne Gucci qui vient juste de sortir, For Your Pinning Pleasure. Donc voilà, à vous de... Je ne dirai pas le mot. Voilà. Tendance numéro... Oui, pardon, tous Karine Roitfeld. Il y a aussi un exemple Cacharel.
Oui, alors ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on a mis en place sur notre nouveau site cette année, qui est la rubrique Gossip. Et en fait, c'est juste on va dire, une image, une photo de ce qui se dit de Cacharel sur le web. Et donc, par exemple, le jour du défilé, il y a quelques semaines, quand on arrivait sur cette page, on avait finalement en live tous les tweets Instagram ou Facebook des rédactrices de mode ou blogueuses ou personnes qui étaient présentes au défilé et qui faisaient Karine Roitfeld finalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un vrai observatoire pour nous en tant que marque, mais qu'on partage aussi en le rendant comme ça officiel aux personnes qui viennent visiter le site. Donc vous êtes tous Karine Roitfeld et vous faites partie d'une communauté de Karine Roitfeld. Vous êtes tous planeurs stratégiques aussi en même temps, parce que c'est très utile pour faire du visual planning. Nos amis de Ballistic Art l'utilisent à merveille, ça. Tendance numéro 11, pour terminer, Sci-Fi Brand Content. Alors là, on a commencé par du brand content léger. 3 actions. Prada, qui réinvente un petit peu Metropolis à travers un film assez hallucinant. Alors, elles ne rendent pas juste beau les marques de luxe, a priori, elles apportent du beau. Donc, quelque part, elles ne nous rendent pas artistes, mais elles nous rendent plus sensibles au beau et elles permettent à mettre du beau dans la ville, nous refaire goûter à l'esthétique du plaisir. C'était une réponse par rapport au live tweeting. Deuxième exemple aussi de sci-fi à travers Louis Vuitton, le voyage dans le temps. Plus proche de Tron ici. Troisième action, Tod's Electric Signature. Là aussi, on réinvente les codes de la marque pour les mettre dans la ville. Et la plus belle des tendances pour la fin, c'est pas vraiment une tendance, c'est une mutation. Je trouve très belle. Moleskine qui se réinvente en cahier intelligent via un travail d'application. Donc avec les futurs cahiers Moleskine, quand vous allez pouvoir prendre des notes, vous allez utiliser, photographier vos notes et elles vont se mettre automatiquement en digital. C'est le cahier intelligent. Tout ça montre de l'audace, de la poésie, de la douceur, de la réappropriation, moins de distance. Ma foi, c'est le pari que fait au quotidien le luxe et c'est ce qu'on avait envie de partager avec vous. Merci.